Pour célébrer leur union, ces jeunes mariés ont choisi une cérémonie grandiose. Un mariage de masse, c'est une tradition en Chine. 28 couples s'unissent en même temps et pas n'importe où, au pied du barrage des Trois Gorges mis en service il y a tout juste 10 ans. Un symbole pour ces jeunes époux venus de toute la Chine. L'ouvrage hydraulique flatte aussi leur esprit patriotique, car ce barrage chinois accumule les superlatifs. Il est le plus grand, le plus puissant et le plus cher jamais construit jusqu'ici. Ce monstre de béton fut le plus grand chantier chinois du XXe siècle. 10 ans après sa mise en service, le barrage a réussi son pari: dompter le fleuve Yangtze et augmenter la production d'électricité. Chaque année, l'énergie hydroélectrique produite par l'ouvrage équivaut à celle de 15 réacteurs nucléaires, du jamais vu. Aujourd'hui, grâce au barrage, la vie des habitants de la région a été transformée. Ils ne souffrent plus d'aucune coupure d'électricité. Pour les dirigeants chinois, cet ouvrage est la vitrine du renouveau de la nation. En visite dans la vallée des Trois Gorges il y a 2 ans, le président chinois Xi Jinping, acclamé par les ouvriers du site, se félicite de la réussite du projet. Le barrage des Trois Gorges est un symbole. Nous n'avons pu compter que sur nous-mêmes pour réaliser ce projet. Je suis très heureux d'être ici et de pouvoir le voir. J'ai gagné en confiance, comme vous tous ici. Mais ce barrage de la démesure est aussi porteur de nombreuses polémiques. Avec son édification, des vallées entières ont été englouties. Au total, 1 400 000 personnes ont dû quitter leurs terres, abandonner leurs maisons pour laisser place à l'ouvrage. À 400 km du barrage, dans une vallée en amont du Yangtze, cet ancien paysan est l'un des premiers à avoir été exproprié. Il préfère garder l'anonymat. Le barrage est un sujet sensible, même 30 ans après le lancement du projet. Ma maison était là, à côté des bambous. Et là-bas, c'était mon atelier. J'égrenais les épis de blé et je faisais de la farine. Il vivait ici avec son épouse et son père. Une maison de famille menacée par la montée des eaux. Le niveau de l'eau a atteint 1,75 m. C'était très proche de ma maison qui s'est retrouvée très près de l'eau. Ils ont craint que la montée de la rivière inonde ma maison, alors ils m'ont dit de déménager. Aujourd'hui, plus de 20 ans après son expropriation, c'est la première fois qu'il revient sur les lieux, ému et en colère. Cet endroit me plonge dans une grande tristesse. C'était une bonne idée de construire le barrage, mais il aurait mieux fallu reloger les expropriés. Maintenant, je n'ai pas d'endroit pour vivre, je suis dans la misère, la vie est sans intérêt à présent. Après son expropriation, les autorités lui ont proposé de rejoindre une province voisine à 800 km de chez lui. Mais sans logement et sans terre pour continuer à cultiver, il a refusé de partir. Aujourd'hui, à 64 ans, sans travail et sans argent, il s'est installé dans cette ville près du fleuve. Il loue une petite pièce dans un appartement en sous-sol qu'il partage avec une famille. Voici l'entrée de l'appartement. Ici, c'est la cuisine. Et là, c'est ma chambre. Un logement insalubre dans lequel les conditions de vie sont difficiles. Mais il n'a pas le choix. Pour l'avoir exproprié, les autorités ne lui ont offert que 3 000 € d'indemnité, ainsi qu'une pension compensatoire de 6 € chaque mois. Ça, c'est le document qui prouve que je suis un migrant des Trois Gorges.
C'est signé d'un responsable. Et ça, c'est la preuve de ma compensation. Les autorités ont détruit ma maison et après, elles ont revendu les briques. Mais savoir où j'irai après, ça, ils n'en avaient rien à faire. Avant, je vivais à la campagne. J'avais des champs, je pouvais travailler la terre, j'avais de quoi vivre. Aujourd'hui, je n'ai plus de champs, plus rien, plus d'argent. Dans son village, il n'est pas le seul à dénoncer ces expropriations. Comme lui, d'autres habitants ont été forcés d'abandonner leurs terres et 20 ans après, leur colère gronde encore. Bonjour à tous. Prends une chaise, assieds-toi. Ce jour-là, ils ont rendez-vous pour faire le point sur leur requête. Ils continuent de réclamer de plus grosses indemnités. Eux acceptent de témoigner à visage découvert car ils sont déjà connus des autorités pour leurs protestations. Pour eux, il n'y a plus rien à perdre. Il y a encore 150 € qui doivent nous être versés. Nous avons déménagé il y a 20 ans et nous n'avons touché que 2500 €. Est-ce suffisant pour subsister 20 ans? Eux aussi sont d'anciens paysans à qui les autorités ont demandé d'abandonner leurs terres pour une nouvelle vie, loin de chez eux. Une situation qu'ils jugent inacceptable. Nous nous réunissons souvent pour discuter des problèmes liés à notre expropriation. On s'est plaint auprès du gouvernement local, mais personne ne nous écoute. Nous ne savons pas auprès de qui demander de l'aide. Le barrage des Trois Gorges, nous y sommes favorables. C'est notre devoir de soutenir le projet. Mais nous devrions être mieux aidés. Parmi ces paysans, personne ne conteste l'existence même du barrage. Malgré la méthode employée pour les exproprier, tous soutiennent ce grand projet d'État. Pourtant, le barrage des Trois Gorges n'a pas seulement entraîné des déplacements de population. Il a aussi profondément bouleversé la biodiversité du Yangtze. En amont du réservoir, Chongqing, 34 millions d'habitants. Avec le barrage, les transports fluviaux se sont renforcés. La ville, autrefois isolée, s'est métamorphosée pour devenir un pôle économique. Mais aujourd'hui, dans les eaux du 3e plus grand fleuve du monde, on ne trouve presque plus de poissons. Les filets des pêcheurs sont vides, leurs barques restent à quai comme des épaves. Ça, c'était notre barque qui nous servait pour les petits déplacements. Je m'asseyais ici et c'était parti. Chen Yoyi est un ancien pêcheur. Pendant 25 ans, il a navigué sur les eaux du Yangtze, mais depuis 1 an, il n'a plus le droit de travailler. Au mois de novembre l'an dernier, les autorités nous ont donné l'ordre de ne plus pêcher et de détruire nos bateaux. On nous a dit que cette interdiction allait durer 10 ans parce qu'il n'y avait plus de poissons dans le fleuve. C'est pour ça qu'on ne peut plus pêcher. Quand ils seront de retour, nous pourrons pêcher à nouveau, mais ça, ce n'est pas avant 10 ans. Officiellement, ce sont les pêcheurs et la surpêche qui seraient responsables de la disparition des poissons. Mais Chen Yoyi et son collègue refusent d'endosser le rôle de coupable. Pour eux, la raison est ailleurs. C'est lié au barrage. Comme il coupe le fleuve en deux, les poissons en aval ne peuvent plus remonter, alors que c'est dans les affluents du fleuve qu'ils se reproduisent en plus du canal principal. Donc cela a des conséquences sur les eaux en amont. Avant le barrage, nous pouvions pêcher 40 à 45 kilos de poissons chaque jour. Après le barrage, c'était 5 à 10. Vous vous rendez compte de la différence ? Désormais à Chongqing, aux abords du Yangtze, seule la pêche à la ligne est autorisée. Mais pour ces amateurs, même constat, rien ne mord à l'hameçon. Je n'ai attrapé aucun poisson. Je suis juste là pour tuer le temps. Regardez, je vous montre ce que j'ai attrapé. Rien. Mon seau est vide.
Depuis la construction du barrage, de nombreux scientifiques se sont penchés sur le projet, guidés par des interrogations. Le gigantesque ouvrage est-il indispensable? Quelles sont les conséquences sur l'environnement? Le barrage ne cause-t-il pas plus de problèmes qu'il n'en résout? En Chine, un seul scientifique a accepté de répondre à nos questions, mais son appartement est surveillé par les autorités. Nous l'interviewons à distance. Quand on parle publiquement du barrage, ce n'est que pour évoquer les aspects positifs. Remettre en question publiquement le barrage, c'est interdit. Ce géologue spécialiste du barrage ne s'inquiète pas seulement de la disparition des poissons, il assure aussi que l'eau du Yangtze est plus polluée qu'avant car elle a du mal à se régénérer. Avec la construction du barrage, l'eau s'écoule plus lentement, donc elle se régénère moins vite. Avant, quand des eaux usées se jetaient dans le fleuve, la grande vitesse d'écoulement faisait que l'eau se purifiait elle-même. Mais aujourd'hui, le fleuve s'écoule moins vite et la qualité de l'eau est moins bonne qu'avant. Malgré les critiques, l'appétit des autorités pour l'énergie hydroélectrique n'a pas diminué. Avec 98 000 barrages, la Chine en compte plus que n'importe quel autre pays dans le monde. Et des constructions comme celle-ci continuent d'altérer la biodiversité et déplacer des populations partout dans le pays. Nous sommes dans le désert de Mojave, au sud du Nevada, l'État le plus sec des États-Unis. Ici, il pleut en moyenne 200 mm d'eau par an, 3 fois moins qu'à Paris. En permanence, le soleil fait régner une chaleur accablante. C'est dans ce décor que se trouve l'une des cités les plus impressionnantes au monde, Las Vegas. La nuit tombe enfin sur le désert. Et Vegas peut révéler toute sa démesure. Malgré la sécheresse permanente, l'eau est partout. Les casinos continuent de rivaliser d'extravagances aquatiques. Il faut dire que tout leur est permis. Ils rapportent 6 milliards de dollars par an. Résultat, la consommation en eau de Las Vegas est 2 fois supérieure à la moyenne des États-Unis, soit plus de 1000 litres par jour et par personne. C'est 4 fois plus qu'en France. Rien ne semble étancher la soif de Sin City. Pat Mulroy est la femme la plus puissante du Nevada. Elle est chargée d'approvisionner en eau Las Vegas et sa région, coûte que coûte. Quand je me lève le matin, je sais qu'il y aura de l'eau pour tout le monde ce jour-là. Ce qui me préoccupe, c'est ce qui va se passer dans 5, 30, 40 ou même 50 ans. C'est notre plus grande angoisse. Quand vous habitez la ville la plus aride des États-Unis, vous ne pouvez pas vous réveiller un matin et qu'il n'y ait plus d'eau. Le problème, c'est que Las Vegas manquera bientôt d'eau. La ville connaît la croissance la plus rapide des États-Unis. Une population de plus d'1,5 million d'habitants qui devrait doubler en 10 ans.
Une explosion démographique alimentée par les 40 millions de visiteurs qui font de Las Vegas la première destination touristique des États-Unis. Pour Pat Mulroy, rien ne doit freiner cette extraordinaire expansion. Et surtout pas le problème de l'eau. Mon rôle est d'apporter de l'eau, quelle que soit l'utilisation qui en est faite. Je ne dois en aucun cas intervenir sur le développement de la ville, ni me prononcer sur la façon dont elle se développe. Personne ne se soucie du gâchis de l'eau. Les 3/4 de la consommation de Las Vegas sont dus au jardin, au parc ou encore aux 50 golfs de la ville. Cela ne fait qu'aggraver le plus gros handicap de Las Vegas, sa dépendance à 88% de l'eau du Colorado. La principale source d'approvisionnement en eau de la ville est le lac Mead, un lac artificiel, le plus grand réservoir des États-Unis. En tout, 7 États de l'Ouest américain pompent leur eau dans le lac Mead, selon un partage décidé il y a plusieurs années, bien avant la sécheresse prolongée qui frappe toute la région. Aujourd'hui, le lac Mead a atteint ses limites. En 10 ans, il a diminué de moitié. Le niveau du lac baisse, car les 7 États signataires pompent le maximum d'eau auquel ils ont droit. Ils prennent plus d'eau que la rivière Colorado peut en fournir. Ce n'était pas le cas avant. Souvent, les hommes d'affaires pensent qu'ils peuvent asservir les choses à leur façon. Alors Mère Nature se charge de les rappeler à l'ordre. Le sud du Nevada et Las Vegas peuvent jouir d'une quantité d'eau contrôlée et limitée. Même si la ville continue à se développer, ils ne pourront pas prendre plus d'eau dans le lac. Il faut qu'ils trouvent d'autres moyens d'approvisionnement. La seule solution trouvée par Las Vegas est d'aller chercher l'eau là où elle est, à 500 km de la ville, à l'est du Nevada. Les autorités prévoient de construire un aqueduc géant pour capter l'eau de cette magnifique vallée. Mais pour le leader de l'opposition à l'aqueduc, Dave Tilford, c'est toute la biodiversité de la région qui pourrait être remise en cause. Cette eau est utilisée par les animaux sauvages pour se désaltérer, mais aussi par le bétail qui vient paître dans la région. Toute cette plaine verdoyante sert également de pâturage à toute la faune sauvage. C'est cette eau-là qui les intéresse. Une eau qui sort tout droit d'une nappe phréatique dont nul ne connaît la capacité ni combien de temps elle durera. Cet aqueduc sera si énorme qu'un homme pourra s'y tenir debout à l'intérieur et marcher jusqu'à Las Vegas. Ce projet devrait coûter environ 2 milliards de dollars. Ça représente une belle somme. Mais si l'on considère ce que rapporte le tourisme à Las Vegas, c'est un investissement rentable, jusqu'au dernier centime. Pourtant, dans le Nevada, les réserves en eau ont aussi souffert de la sécheresse. Dean Baker dirige avec ses 3 fils le ranch familial depuis plus de 40 ans. Et il n'a pas assez d'eau pour ses activités. Ça fait des années qu'il n'y a pas eu d'eau dans les abreuvoirs. On avait l'habitude de faire boire les vaches ici, mais on ne le fait plus. Cela fait des années que l'eau n'a pas coulé de cette source. On peut regarder à l'intérieur. L'eau n'arrête pas de baisser. Selon moi, l'eau est à 4 ou 5 mètres de profondeur. Comme tous les ranchers de la région, Dean s'inquiète de la baisse de la nappe phréatique. Version américaine du pot de terre contre le pot de fer, les 6000 habitants de la vallée ont engagé un combat inégal contre les maîtres du jeu. Tout d'un coup, ils se rendent compte qu'ils doivent construire un pipeline de plusieurs milliards de dollars, et tout ça pour soutenir le développement que eux-mêmes désirent, pour gagner encore plus d'argent. Alors moi, je pose la question, que se passera-t-il quand il n'y aura plus d'eau? On reviendra ici dans 5, 10 ou 50 ans,
Et cette source-là, ce ne sera plus qu'un tuyau qui sort du sol? Et tous ces arbres qui sont là depuis des centaines et des centaines d'années, ils seront tous morts? Où la ville de Las Vegas ira-t-elle chercher de l'eau ensuite? Et que feront mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants? Où iront-ils quand il n'y aura plus d'eau pour eux? Oui, ils ont peur. Ils ont peur que leur ranch disparaisse. Ils ont peur que la vie telle qu'ils la connaissent disparaisse. Alors ils avancent doucement et ils nous expliquent toutes leurs inquiétudes. Mais cette eau ne leur appartient pas. Légalement, Las Vegas a tous les droits, quitte à priver cette vallée de toute son eau et ainsi détruire tout un pan des traditions américaines. Consommer raisonnablement pourrait suffire, mais l'heure n'est pas à la réflexion. Il faut trouver de l'eau et vite pour ne pas faire fuir les investisseurs et les touristes. Las Vegas est unique en son genre. Quand les touristes viennent ici, ils veulent faire l'expérience de la réalité virtuelle. Ils ne veulent pas que la réalité gâche leur week-end. Mais un jour, la réalité finira bien par rattraper Las Vegas. Plus de 5000 ans. Voici Varanasi, anciennement Bénarès, l'une des plus vieilles cités habitées au monde, l'une des plus sacrées aussi. Entièrement tournée vers le fleuve Gange, les dévots hindous viennent y laver leurs péchés, mais aussi incinérer leurs morts. Plus de 300 crémations y ont lieu chaque jour. Les restes humains sont ensuite immergés dans le fleuve. Des rituels qui attirent chaque année plus de 3 millions de touristes venus du monde entier. Comme Sonia et Dominique, les deux jeunes femmes ont fait le voyage depuis l'Argentine pour contempler la ville depuis le fleuve. Mais ce matin, ce qu'elles voient surtout, ce sont les ordures qui jonchent la rivière. On voit tellement de gens se baigner dans le Gange et pourtant il paraît que c'est une des rivières les plus contaminées. Ils se baignent et nous ne voudrions même pas toucher l'eau. Le Gange, c'est l'attrait touristique ici et pourtant, le Gange se meurt. Les visiteurs s'en rendent parfaitement compte et repartent dégoûtés. Ils jettent tous leurs déchets et même les cadavres dans l'eau. Et à cause de ça, la rivière est immonde. Extrêmement sale. C'est une très belle rivière, mais c'est dégoûtant. Selon ce batelier, 50% des touristes ne viennent plus désormais, effrayés par cette extrême pollution. Il nous emmène voir la cause de tout ça. Une sortie d'égout colossale, située à seulement quelques centaines de mètres du centre historique. Voilà. Ce sont les eaux usées de la ville. C'est la plus grosse sortie d'égout de Varanasi. Et il y en a une autre plus grosse encore là-bas, après le pont. Il y en a 36 en tout comme celle-ci. Et ça coule 24 heures sur 24. 200 millions de litres d'eau rejetés chaque jour sans aucun traitement. Rien. Le taux de matière fécale, de produits toxiques et autres bactéries a tué la vie du fleuve à cet endroit. La raison est d'abord démographique. 450 millions de personnes habitent sur les rives du Gange. 1 million de personnes en plus chaque année. Les déchets domestiques explosent et finissent systématiquement dans le fleuve. Mais le problème est aussi politique. Sanjay Sharma, de la municipalité de Varanasi, organise une petite session de nettoyage pour notre caméra.
histoire de montrer que la pollution est prise à bras-le-corps. Pourquoi il y a encore ça ici? Pourquoi? Allez, nettoie-moi ça tout de suite. Son organisation est liée au parti du Premier ministre Narendra Modi, qui avait promis il y a 4 ans de dépolluer le Gange. Pourtant, absolument rien n'a été fait. Nous sommes allés là-bas et nous avons vu l'immense sortie d'égouts. Que fait le gouvernement? Le gouvernement est en train de s'en occuper. Nous allons fermer cette bouche d'égout et nous allons filtrer l'eau avant de la rejeter dans le Gange. Depuis 20 ans, tous les gouvernements promettent mais ne font rien. Aucune station d'épuration n'a été installée. Varanasi, ville sainte, millénaire, connue dans le monde entier, se transforme chaque jour un peu plus en gigantesque égout à ciel ouvert.